Jusqu'où ira le danger russe? Écoutez l'adjectif choisi ce soir par le président de la République dans son intervention question-réponse avec des internautes. Il utilise le terme de prédatrice. Il avait déjà utilisé menace existentielle pour l'Europe. Il parle de Russie prédatrice. Au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. Parce que ces dernières années se sont multipliés les assassinats d'opposants politiques, les actes terroristes sur le sol européen, chez les Britanniques par exemple, des menaces qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire pousser des migrants à la frontière pour déstabiliser un pays, ce qui a été fait ces derniers mois encore à la frontière avec la Pologne. Elle a changé de posture ces dernières années parce qu'elle a accru sa menace à notre égard. Expliquez-nous bien ce qui est en train de changer. La Russie a déjà, dans le passé, assassiné des opposants politiques. Anna Politkovskaya, elle a écrasé des villes comme Grozny. À l'époque, les Européens n'étaient pas si regardants. Hein. Ils mettaient les légions d'honneur. Vous qui êtes légionnaire, vous êtes compagnon de légion du président Poutine. Non. Ah, Je l'ai eu à titre français, lui, il a à titre étranger. Vous seriez favorable à ce que la France retire le grand croix de la Légion d'honneur à Poutine? Je ne sais pas ce que ça représente. Ah bah si, vous savez très bien. Non, mais oui. Vous seriez favorable, oui ou non? Pour moi, ou comme pour Gérald Yakovlev, c'est une déclaration qui a toute son importance, une grande importance. On peut lui retirer. Je pense que ça lui fera ni chaud ni froid. Mais pour la Légion d'honneur française, non mais à Trump ça lui fera ni chaud ni froid. Ou à Poutine plutôt. En revanche, oui, ça marquerait très nettement quelque chose de fort. Oui. En quoi est-ce que la Russie aujourd'hui, expliquez précisément, est plus dangereuse qu'elle ne l'était dans les années 2000? Est-ce que vraiment, dans quel domaine est-ce qu'elle nous menace très directement? Elle est plus dangereuse parce qu'elle a convaincu le président des États-Unis de la soutenir dans sa quête. C'est Trump qui fait de Poutine un danger. Si nous étions restés unis, ce qu'on pouvait encore croire il y a 10 jours, si nous étions restés unis derrière l'Ukraine face à Poutine, ce danger serait contenu et voire affaibli, voire effondré. Là, c'est Poutine qui fait rentrer, c'est Trump qui fait rentrer Poutine dans une nouvelle dimension de la puissance. Trump lui donne de la puissance. Trump a besoin de l'Europe, par exemple, dans son dialogue face à la Chine, parce que l'Europe est beaucoup plus puissante et respectée que la Russie. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer qu'en bradant l'Europe, il aurait, avec Poutine, un accord contre Xi Jinping? C'est du délire. Là, on est dans le délire total. Est-ce qu'il faut traiter avec la Russie? Rappelons ce que disait le président de la République précédemment, parce que là, il est de ceux qui sont allés très loin dans la tentative de dialoguer avec Moscou. C'était en 2022, à un moment donné où il essayait de tendre la main aux Russes. Il ne faut pas humilier la Russie, c'est la fameuse formule qui a été tant citée. Pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Et il faut rendre là hommage à la France, il y a une forme de continuité. Oui, je pense que c'était un discours de raison qui n'a pas été compris ni entendu. Comme disait tout à l'heure Gérard Haro sur votre plateau, on a conservé une ambassade. Alors j'ai compris que l'ambassadeur n'était plus forcément en place, mais il y a toujours une ambassade, donc il y a toujours des moyens diplomatiques. Et je sais que la France continue de parler avec les Russes. Il est bien évident que même en guerre, on continue de parler, parce qu'un jour, la guerre s'arrête. Et qu'on ne peut pas interrompre, alors c'est pas un dialogue, c'est des échanges. Ça a permis sans doute de sortir des prisonniers ukrainiens, ça a permis de sortir des corps de soldats ukrainiens. Donc un dialogue est nécessaire même quand on se fait la guerre. Et les réseaux diplomatiques servent à ça. Oui, il faut traiter avec la Russie. Il faut être prêt à traiter avec la Russie en permanence. Voilà. Mais Trump, il n'est pas en train de traiter, là. Il est en train de brader. Donc dans l'esprit du président Macron, traiter, c'est traiter. On cherche à maximiser notre position, on cherche à affaiblir sa position, on cherche à trouver un point d'équilibre, si j'ose dire, entre guillemets honnête. Tout le monde doit y perdre, en réalité, dans cette guerre. Tout le monde doit y perdre, pas seulement un, à savoir l'Ukraine. Mais là, Trump, il n'est pas en train de traiter, il est en train de brader. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on va assister ici dans la classe politique, parce que évidemment les États-Unis donnent là une sorte de mouvement pour traiter à nouveau avec la Russie, pour aller dans un sens, disons, de compromis, dialogue avec les Russes. Écoutez, Fabien Roussel, un communiste, ils ont une vieille tradition évidemment, mais c'est plus tout à fait le PCF de Georges Marchais, mais il fait référence au général de Gaulle, la fameuse formule « l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural ». Il est important que la France puisse parler d'une seule voix, que cette voix, ce soit celle de la paix,
ça veut dire que l'on accepte de discuter enfin avec le président russe. C'est pas avec Trump qu'on doit parler. C'est avec Poutine, puisque nous vivons ensemble sur le continent européen. Et la paix, il faut la trouver de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle. Non mais c'est assez étonnant, c'est que de fait, là où je rejoins Fabien Roussel, c'est que c'est un dialogue qui se passe entre deux non-européens, Trump d'un côté, Poutine de l'autre, pour un problème, une guerre qui se passe sur le sol européen. Donc il n'est pas normal, en effet, qu'on ne s'exprime pas. Et il est nécessaire, en effet, que l'Europe et qu'un Emmanuel Macron aille discuter à Washington et qu'on prenne toute notre place. On a donné, contrairement à ce que dit Trump, l'Europe a donné plus d'argent à l'Ukraine que l'on a donné les États-Unis. On donnait peut-être moins d'armes, mais au total, de moyens financiers, on a donné beaucoup plus. Donc il est logique. Maintenant, Fabien Roussel reste un communiste. Oui, c'est pas tout à fait votre boutique. Oui, c'est pas ma boutique, même si je m'étonne encore qu'il y ait un parti communiste en France, compte tenu des millions de morts occasionnés par le communisme. Mais au-delà de ça, oui, il faut dialoguer avec les Russes. Parce qu'un Poutine aura une fin. Il restera un peuple russe. On n'est pas en guerre avec le peuple russe. Et c'est ce qu'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs Emmanuel Macron. Un Poutine, oui, est un adversaire. La Russie donc devient un adversaire, mais le peuple russe en lui-même, demain, on sera obligé de lui parler. L'Europe se retrouve-t-elle isolée entre Trump, Poutine et Xi? On voit un certain affolement. D'ailleurs, il y a des déclarations étonnantes dans l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, qui d'habitude était plutôt dans le genre « je donne la morale aux autres ». Là, il dit « il faut se rapprocher de la Chine ». Donc, il faudrait se rapprocher d'une dictature pour s'éloigner de Trump. Donc, on voit tout a l'air de sauter. Tout a l'air de sauter, mais je pense que surtout, il faut que l'Europe trouve sa voie et sa voie non divisée ensemble, et pas forcément avec des dictateurs. On est quand même la région des droits de l'homme. Avec qui si vous regardez le monde autour de nous, il y a qui? Qu'est-ce que vous avez comme grande démocratie puissante, à part l'Europe? C'est pour ça que je pense que l'Europe doit trouver sa voie à elle et parler en unité, parce que je pense que quand même on représente encore, j'espère, les droits de l'homme et la raison dans ce monde qui... Ce soir, Emmanuel Macron dit c'est une nouvelle ère. Est-ce qu'il faut considérer que le lien transatlantique est rompu? Vous avez tellement travaillé avec les Américains. Ça fait pendant combien d'années vous avez travaillé avec les Américains 7 ans. 7 ans, voilà. Ils ont été... Chaque jour, vous traitiez avec eux. Est-ce que ce temps est fini? J'ai l'impression que oui. Alors, peut-être que non, parce qu'après les tromperies, comme dit mon camarade, bon, après la poussière retombe et voilà. Mais même si Trump après dit ouais, c'est mon style, je jette la vaisselle et puis après et tout, il a quand même cassé beaucoup de vaisselle. Oui. Il a déstabilisé profondément l'Europe, quoi qu'il advienne. Et même si lundi, avec le président Macron, d'un coup, il dit bon, j'ai eu une mauvaise passe, mais en fait tout va bien. Hein, j'ai perdu un handicap au golf et j'étais énervé. Donc là, si jamais il est dans le mode reprise, c'est comme après une bonne scène de ménage, quand on a parlé divorce, ça commence à sentir le roussi. Hein. Et beaucoup de nos amis européens comprennent, comme disait l'ambassadeur Haro, nous étions seuls. Nous sommes seuls. Et il va falloir en tenir compte. Et la France a une vraie légitimité parce que ça fait 40 ans qu'on dit il faut qu'on soit prêt à. C'est pas qu'on le souhaite. On aimerait garder les Américains avec nous, mais on n'a pas le droit d'exiger d'eux qu'ils nous tiennent la main toute ad vitam aeternam. Il faut qu'on soit prêt. Et en plus, on a relancé notre effort de défense bien avant les autres et tout. Donc la France a une vraie légitimité aujourd'hui dans un leadership européen. Mais tous les autres nous disent on veut pas du modèle napoléonien. Bon. La France a toujours plaidé pour une autonomie stratégique de l'Europe, en gardant la souveraineté des souverainetés nationales, bien évidemment, mais autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire nous, on n'a pas cru du tout dans une défense. Quand vous posez la question aux pays européens, si jamais demain les Russes vous attaquent, qui va vous défendre? Tous les pays européens, vous répondez les États-Unis d'Amérique. Le seul à pas répondre les États-Unis d'Amérique, c'était la France. Donc oui, la France a une parfaite légitimité. La France a investi dans sa défense. La France a un siège au Conseil de sécurité. La France dispose de l'arme nucléaire. La France dispose d'une armée encore opérationnelle, certes en taille un peu bonsaï et sans trop de munitions, mais en tous les cas, on dispose de tout ça. On dispose de cette capacité. Et c'est en ça où la France doit être leader.
avec d'autres, parce qu'on est plus fort à plusieurs, mais en tous les cas, il est nécessaire de se faire entendre et d'exister sur la scène internationale. Nous sommes, comme disait Elisabeth à l'instant, nous sommes des démocraties, et j'espère bien qu'on le restera. Et donc, oui, il faut qu'on se serre les coudes. J'ai rencontré à Munich, lors de la Sécurité Conférence, mes anciens camarades, le patron des forces spéciales américaines, l'amiral Bill McRaven, l'ancien patron de la NGA, donc l'agence de renseignement géospatial, eux, qui étaient démocrates, c'est des soutiens d'Obama, eux, ils étaient désolés. Désolés pour nous, Français, d'abord parce que j'étais Français, et pour nous, Européens. Donc, ça va durer 4 ans. Il faut faire le dos rond, ça doit nous permettre de s'entendre entre pays européens, sans doute de renforcer une architecture de sécurité et de défense qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. C'est l'occasion ou jamais. Juste, oui, ça va durer 4 ans, mais en attendant, ça fait 1 mois. Et si on regarde notamment, on a vu Kash Patel, donc confirmé aujourd'hui, on a vu Tulsi Gabbard. Cet lien de confiance qui est rompu dans une couple est rompu là aussi. On parle quand même de gens qui sont accusés où on a plus ou moins la preuve qu'ils ont été très proches avec Poutine, avec Assad. Donc je pense qu'il y a quand même des choses des questions à se poser, qui se posent aussi au sein du ministère, au secrétaire de la Défense, le Pentagone, par des militaires très sérieux qui sont très inquiets des purges qui arrivent parmi les militaires qui sont plus logiques et plus rationnels, mais qui de coup ne sont pas loyaux à Trump. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que Trump nous divise. Or, Trump cherche à nous diviser. On a vu dès le départ une Christine Lagarde qui était prête à acheter plus d'armes. On a vu une Ursula qui était prête à acheter plus de gaz de schiste. On a vu une Giorgia Meloni partir seule à Washington. On a vu, etc., etc. Donc on voit bien derrière que si on n'y va pas groupé, si on ne se serre pas les coudes, Trump va nous diviser et en effet va gagner grâce à nos divisions. Est-ce que là, le plus profondément, il y a une forme de suggestion aux Américains qui nous éclatent au visage? La réalité, c'est que, d'ailleurs peut-être est-ce bien ainsi, côté protectorat américain, notre langue, on pense de plus en plus en anglais, notre culture est de plus en plus anglophone, on apprend presque plus le grec ou le latin dans les lycées ou les collèges, en réalité on est passé à un autre monde. Oui, mais on est en retard parce que va bientôt falloir qu'on réapprenne le russe. Non. Quand Trump nous aura vraiment lâché, on apprendra le russe. Ça sera la langue de l'avenir, ou le chinois. Mais pour sortir de la boutade, mais qu'il faudrait quand même y réfléchir un peu, on a mes amis de l'OTAN, jusqu'à mettre du temps d'Obama, du temps béni, où l'Amérique respectait l'Europe, en gros. En gros. Comme je vous avais dit plusieurs fois, l'Amérique faisait de la prédation, nous fait toujours une guerre économique sanglante, sans vergogne. Écoutez vos mots, 20 ans, vous venez de dire l'Amérique fait de la prédation. Absolument, l'Amérique fait de la prédation. Même du temps d'Obama. Non, mais attendez. Même du temps d'Obama, depuis 2000. Oui. Donc, ils nous font la guerre à toutes nos entreprises. Le mot que vous utilisez est terrible parce que le président de la République a utilisé prédatrice pour la Russie et vous utilisez le mot prédation pour les États-Unis. Oui, mais prédatrice signifie je m'empare d'eux. Alors que le mot pour le président de la République n'est pas le bon mot. Parce que quand on fait une guerre hybride, c'est pas de la prédation, c'est de la démolition, c'est de la déstabilisation, c'est voilà. Bon, bref, il emploie les mots qu'il veut. Mais prédation, vraiment, vous pensez que les Américains sont nos prédateurs? Oui, bien sûr. Et par exemple, dans les données, les data, bien sûr, tout passe par l'Amérique. 80% des données européennes. 65% du renseignement américain va aux entreprises pour les aider dans leur campagne de déstabilisation. Est-ce que ça n'est pas un peu le bon vieil anti-américanisme français? Les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est factuel, ça. Le contribuable américain, et bien avant, sous tous les présidents, le contribuable américain paye beaucoup plus. Il se sacrifie plus pour la sécurité, y compris de l'Europe. Pourquoi voudriez-vous qu'en plus, il se prive de prendre des marchés en Europe? Sur les 15 dernières années, 17 de nos entreprises, nos grandes entreprises stratégiques, sont parties aux États-Unis, ont été rachetées par les Américains. Toutes nos données, 80% de nos données sont hébergées aux États-Unis. Des données industrielles. Mais en fait, eux, ils ouvrent dans le frigo, ils prennent les données dont ils ont besoin. C'est une véritable prédation. Il y a une véritable guerre économique. Et quand j'ai dit ça un jour à un général américain, il dit « Non, we are competitors ». On n'est pas des compétiteurs. Oui, pas avec les mêmes forces. Non, c'est pas le mot n'a pas la même signification. Oui, je rajouterais que si on est dépendant en quelque sorte, c'est aussi la volonté des Américains. Cette prédation a aussi un volet. Enfin, moi je me souviens Madeleine Albright qui disait les 3D, de pas dédoubler l'OTAN pour justement vérifier que les Européens faisaient un peu comme ça, ils font un peu d'efforts, mais pas trop, pour pousser les États-Unis dehors. Et je pense qu'on était aussi victime de ce côté-là des Américains.
Elle est vraiment sympa, Elisabeth Schepper-Sellam. Vous avez vu, elle prononce Madeleine Albright avec un accent français parce qu'elle se dit, elle parle à des francophones. Non, c'est vrai. Non, c'est une vieille habitude en fait. Mais comment est-ce que vous nous regardez? J'étais surpris de temps en temps, Elisabeth Schepper-Sellam, vous aviez des éclairs de sincérité. Vous disiez par exemple, plutôt cash, pas aussi cash que le général. Vous disiez, nous les Américains, on considère que les Français ne travaillent pas assez. Je pense que je suis pas la seule et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent que les Français ne travaillent pas assez. Il y a 2 France. Je fais partie de cette Français qui pense qu'il faut travailler un peu plus pour notamment nos retraites. Donc c'est pas que des Américains. Et est-ce que ça fait partie de l'équation? C'est-à-dire qu'en réalité, les Américains considèrent qu'ils sont plus actifs, plus agressifs, plus industrieux et qu'ils ont le mérite et ils ont la puissance qui va avec. Ils le sont et ça leur donne une certaine aussi confiance, je pense, en eux que nous n'avons pas, même en tant que Européens. Quand on parle de la défense européenne, de construire, on entend beaucoup plus de négativité que de on peut le faire. Alors qu'on a quand même la connaissance, on a quand même l'économie pour, mais on a cette hésitation, on manque cette confiance. Effectivement, 30 000 hommes en tout cas, c'est bien plus crédible que les 150 000 dont il était question jusqu'ici. Oui, c'est plus crédible, mais c'est encore beaucoup. C'est encore trop beaucoup. Pour l'Union européenne, là ? À trop pour les pays qui sont d'accord avec ce plan. C'est-à-dire, on parle de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres pays, mais un pays majeur aujourd'hui de la défense et sur ces sujets de défense en Europe, c'est-à-dire la Pologne, par exemple, est vraiment opposé à ce plan. Parce que Donald Trump demande cette garantie de sécurité là aux Européens. Mais dans le même temps, l'administration américaine prévoit de retirer, elle, ses troupes du flanc oriental de l'Europe, des États baltes, peut-être de la Pologne, des Balkans. Donc aujourd'hui, un pays comme la Pologne considère qu'elle a juste l'armée suffisante pour se défendre elle-même, non pas pour aller donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donc c'est là le paradoxe dans lequel met l'administration Trump les Européens. Et aujourd'hui, cette garantie de sécurité serait quand même très coûteuse aussi pour les Européens. Parce que la France, par exemple, dans ce plan de 30 000 hommes, enverrait peut-être l'équivalent d'une brigade. C'est-à-dire 5 000 hommes. C'est à peu près ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui en Roumanie, un peu moins. Ça coûte à peu près 1 milliard d'euros par an à l'État français. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les capacités financières, militaires? Est-ce qu'elle a le choix? Peut-être que le choix aujourd'hui des Européens est d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine. Peut-être parce que ces négociations sont peut-être une impasse pour la sécurité des Européens. Parce que peut-être que jusqu'ici, les Européens ont fait preuve de manque de courage et on en est là aujourd'hui. Non, mais je crois que vous avez énoncé toutes les faiblesses qu'il peut y avoir dans le discours. C'est-à-dire que l'énoncé des 30 000 hommes, c'est des capacités, en fait. Puisque, de toute façon, on n'a pas la mission pour avoir cette force, et donc elle n'est pas déterminée, puisqu'elle est fonction d'un plan qu'on ne connaît pas. Que, sans doute, le président Macron ne connaît pas dans ces détails non plus. Mais enfin, il est évident que les Britanniques et les Français sont capables de projeter ces forces-là. C'est capable, ça veut dire qu'il y a une décision politique. Et également, les capacités militaires existent. Alors évidemment, ça a un coût. Maintenant, si on veut rien dépenser, on passe l'Ukraine à par perte et profit et on rachète du gaz et tout le monde sera content. Donc là, on n'aura rien dépensé. Donc là, effectivement, on se retrouverait dans une situation proche de Munich. C'est-à-dire qu'on abandonnerait les Sudètes qui s'appelleraient l'Ukraine et puis voilà. Donc si on veut ça, on peut continuer. Par contre, si on veut participer, il faut avoir des vraies capacités. Les nôtres ne sont pas négligeables, elles sont bien réelles. Par contre, les Américains, eux, c'est eux qui ont toujours la baguette de l'orchestre à la main. Est-ce que vous voyez ça aussi, ce changement de ton de Donald Trump? C'est peut-être parce qu'il avait dans l'idée d'avoir les terres rares qu'il voulait, et puis Volodymyr Zelensky s'est pas laissé faire, quoi. Oui, c'est ça, ce sont les méthodes de Trump pour mettre une pression maximale sur Zelensky afin qu'il accepte en fait ce plan de prédation économique que propose Trump à Zelensky pour obtenir un cessez-le-feu, puis plus tard, pourquoi pas un accord de paix. Mais ce qui interroge véritablement aujourd'hui, la petite musique qui monte quand même en Europe quand on regarde ce changement verbal de Trump depuis son investiture, il y a à peu près un mois, si on peut légitimement se demander si Donald Trump n'est pas sous influence du Kremlin. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs méthodes pour mettre la pression sur Zelensky. Il n'est aucunement obligé de reprendre mot à mot ou mot pour mot la propagande russe, la propagande du Kremlin. Et il y avait un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques mois en France. Notre homme à Washington. Notre homme à Washington, de Régis Janté. Et là-dedans, on comprend les liens financiers, économiques, qui lient Trump véritablement à la Russie.
Et en Europe se pose véritablement cette question aujourd'hui de savoir si le président américain est sous influence du Kremlin. Parce qu'il se comporte comme un agent du KGB ou un agent du Kremlin. Ça, c'est une question. Enfin, ça revient souvent quand même. Jean-François Boutor sur notre plateau disait la même chose hier. Il y a le Journal du Québec hier qui disait Donald Trump aujourd'hui se comporte comme un agent russe. Est-ce que c'est une musique qui monte en Europe ou pas? À Bruxelles, c'est quelque chose dont on entend parler. C'est vrai qu'on l'entend, on entend ces remarques, mais enfin. Pour le moment, il n'y a pas de preuve de cela. Enfin, il y a eu une enquête aux États-Unis, l'enquête Mueller, sur justement les influences, les ingérences russes dans l'élection de 2016. Plus, effectivement, c'est étayé que le Kremlin a réussi à nouer des liens privilégiés avec le Parti républicain. Il y a eu pas mal d'influences, notamment. Oui, mais à aucun dans l'enquête du FBI, il n'arrive pas à incriminer directement Trump et le Kremlin. Donc pour le moment, enfin c'est ça qui fait. Enfin il y a eu une enquête et l'enquête n'a pas été concluante dans ce sens-là. Donc rien n'est étayé. On peut en effet relayer ces soupçons-là. En effet, on les entend beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de preuves étayées. Ouais. Alors, pardon, j'avance parce que Gwendoline de Bono, là, cette fois en Ukraine, voilà, ma langue ne fourche pas. Gwendoline, bon, je sais que vous avez froid, donc vite, on va vers vous à Kiev. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a entendu les mots extrêmement forts, très violents de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky, qui le traite notamment de dictateur, qui affirme qu'il est très impopulaire en Ukraine. Est-ce que le président ukrainien a encore la confiance de sa population ? Alors en tout cas, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky, aujourd'hui c'est 57%, c'est déjà beaucoup plus haut que le mois dernier, mais surtout s'il devait y avoir un sondage après la charge très violente de Donald Trump à son encontre, eh bien ce serait sans doute encore plus haut. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection, eh bien au fond c'est à la souveraineté de l'Ukraine que Donald Trump s'attaque. Il faut comprendre ici qu'une large majorité d'Ukrainiens s'opposent à la tenue d'élections pendant la guerre parce que logistiquement ce serait dangereux, parce qu'on ne sait pas comment faire voter les Ukrainiens qui se trouvent en territoire occupé. Et ça, même les opposants à Volodymyr Zelensky s'accordent sur ce point. Par ailleurs, un scrutin en temps de guerre serait contraire, et ça tout le monde le dit, à la constitution ukrainienne. Et puis, il faut bien comprendre aussi que ce narratif, ce procès en illégitimité que fait Donald Trump à Volodymyr Zelensky, c'est la propagande, c'est le narratif de Vladimir Poutine depuis un certain temps. Et ça, les Ukrainiens en ont bien conscience et ils réalisent, et c'est ça qui est difficile, que l'allié américain est en train de s'aligner sur l'ennemi russe, et dans ces conditions, ils font bloc autour de leur président. Et pourtant, beaucoup ont des reproches à lui faire, notamment de gouverner en cercle fermé, de mal supporter la critique. Et puis, il y a eu cet épisode d'imposer des sanctions à l'ancien président Petro Poroshenko, qui est aussi principal opposant. Ça a été mal vécu en Ukraine, ça, parce que la société civile, elle est très active ici, elle est très forte. Mais il n'empêche, pour les Ukrainiens, le seul dictateur, c'est Vladimir Poutine. Et si ici, il y a cette impression que Donald Trump veut se débarrasser de Volodymyr Zelensky, pour l'instant, il ne fait que renforcer sa cote de popularité. Merci beaucoup, Gwendoline, avec Thibaut Bruck pour les images. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques... Voilà, on sait que Petro Poroshenko, l'ancien président, se plaint de son traitement en Ukraine, mais la société l'a fait bloc. Alors, faire bloc, je serais beaucoup plus nuancé que vous, quand même. D'abord parce que leur institut de sondage lui donne 57%. C'est moins qu'avant, mais ça reste c'est moins qu'avant. Majorité. C'est beaucoup plus que les 4% affichés par Trump. Ouais. Donc peut-être qu'en faisant la somme des deux, en divisant par deux, on aurait quelque chose d'un peu plus exact. Attention, 57%, ça a été étayé par d'autres instituts de sondage, dont un sondage américain, qui parle de 56% de code de popularité. Mais dire faire bloc, je ne crois pas. Vous savez que moi, je regarde quand on fait bloc, c'est si les jeunes bougent ou pas. Or, les jeunes, c'est quand même très important en Ukraine, et ces jeunes-là, ils ne se sont pas portés massivement pour défendre leur pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait par l'ancienne administration américaine, qui avait quand même dit 27 ans c'est trop haut, alors ils sont descendus à 25 ans, et puis ces derniers mois disaient non, vous devriez appeler les jeunes à partir de 18 ans. Ça n'a pas été fait. Vous savez, c'est l'ancienne administration américaine
en particulier, mais pas que les militaires, pas que le chef d'état-major, ils étaient assez sévères sur la manière dont ils conduisaient les affaires. Nous avons vu la malheureuse affaire de la brigade Anne de Kiev, qui s'est disloquée en rentrant en Ukraine par la faute des Ukrainiens, par leur mauvais emploi. Donc oui, il n'y a pas de, je pense, on peut pas dire que la population ukrainienne fait bloc derrière son président. Il est bien évident quand même qu'à force de se faire insulter de cette façon-là, il y a un certain nombre de gens qui vont dire zut alors, il insulte aussi l'Ukraine, donc c'est évidemment une très mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire, mais si je veux dire, si les Américains se mettaient à arrêter totalement leur soutien en pièces détachées, en munitions et en matériel, l'armée russe irait un peu plus vite que le pas de fourmi qu'elle esquisse depuis 2 ans. Ouais. Arthur Königsberg. Oui, il faut revenir aussi historiquement. Il y a une défiance des opinions publiques dans les pays de l'ancien espace soviétique envers la classe politique. C'est historique. C'est-à-dire que en Ukraine, avant la guerre, il y avait déjà une défiance de la part de la population ukrainienne vis-à-vis de sa classe politique. Corrompue, incompétente, etc. Et là, depuis le début de la guerre, le principal reproche qui est fait à Volodymyr Zelensky, c'est la conduite de la guerre. Mais en fait, il prend les reproches et la mauvaise conduite, parfois, de certaines opérations de la part de l'armée ukrainienne, ont un impact sur sa popularité. Exactement. Mais quand même, ce que laisse entendre Gwendoline de Bono, alors c'est ce qu'on voit commencer à poindre, c'est tout juste. Est-ce qu'il y a Ce sont des critiques sur un exercice finalement très solitaire du pouvoir, avec, comme le disait Gwendoline, une façon de très mal gérer quand même les critiques. Et c'est vrai que une certaine fébrilité. Les sanctions qui ont été décidées contre l'ancien président Poroshenko et 4 oligarques pour trahison, pour des faits remontant à avant 2022, avant le début de la guerre, ça a quand même fait beaucoup parler au Parlement ukrainien. Il y a même la prix Nobel de la paix ukrainienne de 2022 qui dit la pire chose à faire dans la situation que nous traversons, c'est de déclencher une guerre politique interne. Au même moment, vous savez, Zaloujny, qui était l'ancien chef militaire, évidemment, de Zelensky, qui a été extrêmement, et qui reste extrêmement populaire, qui était là au début de la guerre, qui a été limogé, envoyé ambassadeur à Londres, et qui sort un livre, justement, qui raconte sa guerre, et qui, aujourd'hui, est très populaire. Et quand on fait, manifestement, des sondages d'opinion, plus populaires, éventuellement, qu'un Zelensky. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une certaine fébrilité? Poroshenko, lui aussi, l'ancien président, est un rival